Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour et bienvenue. Je suis Léa et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet souvent méconnu, celui des addictions sur le lieu de travail. Une addiction se définit comme une dépendance à une substance ou à une activité qui a des conséquences néfastes sur la vie quotidienne. Alcool, tabac, médicaments, cannabis sont quelques-unes des substances psychoactives consommées par les travailleurs. Et tous les secteurs d'activité ou les catégories professionnelles sont concernés. Pour en parler, je suis allée rencontrer Nicolas Franquito, professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. Je lui ai d'abord demandé quelles étaient les addictions les plus répandues dans le milieu du travail. Aujourd'hui, c'est la même fréquence que dans la population générale, donc alcool, tabac, on va dire. Et après, c'est en fonction des professions. Il peut y avoir des particularités. Par exemple, nous, on s'est beaucoup intéressé à la santé des soignants. Donc on retrouve beaucoup l'alcool quand même. Plus chez les hommes, et chez les femmes, on retrouve plus des addictions aux somnifères et antidépresseurs. Et après, il y a certaines professions plutôt tournées vers le commerce ou les chefs d'entreprise, tout ça. Il y a de la consommation de cocaïne aussi, de plus en plus, que l'on rencontre. Alors les chiffres, c'est très difficile parce que par exemple pour les soignants, la prévalence chez les soignants, selon les études, ça va de 2% à 38-40%. Donc en fait, ça dépend qui on a interrogé. C'est comme l'addiction sexuelle. À un moment donné, il n'y avait que des hommes. C'était parce que les femmes, elles ne consultaient pas. Maintenant, c'est en train de s'inverser parce que la population, elle a compris qu'est-ce que c'était une addiction et donc ils viennent plus consulter plus facilement. Le travail a un effet paradoxal sur les pratiques addictives. D'un côté, le fait d'avoir un emploi a un effet protecteur. Mais de l'autre, l'environnement de travail peut au contraire fragiliser face au risque d'addiction. C'est notamment le cas des situations stressantes dans le milieu professionnel. Il y a ceux qui vont avoir l'anxiété de performance et qui vont se tourner plutôt vers les psychostimulants. Il y a ceux qui vont être plutôt déprimés et qui vont consommer plutôt des médicaments apaisants ou anxiolytiques. Soit c'est vraiment des gens qui disent « je m'entends pas avec mon supérieur direct depuis qu'il a changé, je suis plutôt déprimé et donc pour oublier, je vais plutôt cannabis, alcool, médicaments ». Le travail en horaire atypique ou de nuit peut aussi favoriser les addictions, notamment chez les soignants. Quand vous avez quelqu'un qui travaille la nuit, qui le matin a des enfants en bas âge par exemple, ils ne peuvent pas se reposer la journée avant de repartir sur la nuit, parce que généralement ils font 2 nuits, ils font des semaines en 2 ou 3 nuits. Et donc là, ils ont leurs enfants, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire je vais boire du café, ou alors je vais faire la sieste. Pendant que les enfants dorment, j'essaie de faire la sieste. Et comme j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai le rythme veille-sommeil altéré, je vais prendre peut-être un cachet. Pour savoir comment détecter une addiction, j'ai demandé au professeur Franquito quels sont les signes qui doivent alerter les collègues. Les signes qui doivent alerter, c'est les retards, les arrêts de travail. Pour les étudiants, c'est les infléchissements scolaires. Nous, des fois, on est alertés par l'hôpital parce qu'un étudiant en médecine ne vient plus en stage, par exemple. Et voilà. Les addictions ont des conséquences directes sur la santé du salarié lui-même, ainsi que sur sa sécurité, du fait notamment du risque plus important d'avoir un accident. Mais ce n'est pas tout. Elles ont aussi un impact sur le collectif de travail. Si c'est une équipe ancienne, il y avait tout le monde qui se connaît, c'est-à-dire que les autres vont faire un cocon, et c'est plutôt très bien, ça veut dire que la synergie dans l'équipe, elle marche. Ils vont faire un cocon pour protéger celui qui est, entre guillemets, malade, pour pas qu'il fasse de bêtises, d'erreurs, et donc ça participe à l'épuisement de l'équipe. Mais alors, comment réagir face à un collègue addict ? Alors, comment réagir ? C'est-à-dire, il y a autant de recettes que d'influences. Donc, il y a ceux qui vont être très rigides et qui vont dénoncer. Et nous, on en voit. À l'hôpital, il y a des gens qui sont dénoncés. Après, c'est le rôle du chef d'équipe aussi de l'encadrement, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de l'encadrement au travail. Il n'y a pas que à l'hôpital, mais partout. Donc, est-ce qu'il y a un manager, un responsable d'équipe ? À l'hôpital, c'est les cadres qui ont un rôle de repérage et d'orientation. Donc, comment réagir ? Il n'y a pas de recette, ça dépend vraiment de la synergie et de l'organisation de l'équipe.
Pour sortir des addictions, la première étape consiste à consulter son médecin traitant. Celui-ci pourra ensuite vous orienter vers un addictologue qui réalisera une évaluation complète. Si on veut vraiment être exhaustif et que le patient le permet, il peut s'auto-évaluer. C'est bien parce que ça donne un côté objectif à sa consommation, s'il répond clairement. Puis généralement, quand la confiance elle démarre et qu'ils voient qu'ils peuvent parler, et puis quand on les interroge, par exemple, ils viennent pour une addiction à l'alcool, on les interroge sur la consommation de café, l'association café-tabac, l'association alcool-tabac, puis du tabac on bascule sur le cannabis, puis sur les médicaments, puis sur les soirées. Finalement, c'est un interrogatoire qui peut durer longtemps. Ouais. Les addictions peuvent en effet concerner des substances très variées. Quand on a un travailleur, on pense tabac, alcool, parce que tout le monde y pense, médicaments s'il y a un trouble anxieux, une dépression, et après il y a tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les triggers. Donc par exemple, il y a ceux qui boivent le Red Bull pour avoir un coup de fouet. Là, à un moment donné, il y avait le Sniffy, où on pouvait sniffer de la caféine, des vitamines. Bon. Donc maintenant, tout est bon pour se donner des coups de boost. Donc il faut faire des interrogatoires complets. À l'issue de l'évaluation, une prise en charge personnalisée est proposée. Elle associe le plus souvent des médicaments, une psychothérapie et un soutien psychosocial. Parfois, un arrêt de travail peut aussi s'avérer nécessaire. Il y a la fausse idée d'entendre ben oui, mais si on lui met des arrêts de travail, il va rester chez lui à boire. Mais des fois, si la problématique, elle est sur le lieu du travail, parce qu'il peut y avoir un conflit, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir des changements organisationnels dans une entreprise qui fait que c'est un peu mal vécu, des sentiments de dévalorisation. Bon. Donc là, on ne va pas les remettre au travail, puisque la difficulté, elle est là. C'est tout l'intérêt de travailler avec le service de santé au travail. Pour faire des adaptations de poste, par exemple, ou des temps partiels thérapeutiques, qui est une partie de soins, une partie au travail, pour pas les couper complètement de leur environnement, parce que quand même le traitement des addictions, pour les plus graves, c'est la rupture. Pour les autres, si on peut les laisser continuer à évoluer dans leur environnement familial et professionnel, c'est plutôt bien. Nicolas Franquito tient à rappeler l'importance du secret médical dans la prise en charge des addictions en milieu professionnel. Ça, c'est important parce que des fois, il y a des patients qui nous disent « j'ai vu le médecin du travail, donc ils ont un peu peur que le médecin du travail soit de mèche, parce qu'il travaille pour l'entreprise, alors que pas du tout. Il y a le secret médical, on y fait très attention, parce que le secret médical, il ne peut pas être partagé entre l'addictologue et le médecin du travail. Celui qui vient consulter en disant « j'ai une problématique avec l'alcool », ça me déborde sur mon travail, s'il est conducteur d'engin, ou qu'il est soignant, ou qu'il est un poste à responsabilité, on n'a pas le droit d'appeler le médecin du travail. S'il s'est fait attraper sur son lieu du travail et qu'il passe par la pathologie professionnelle et qu'il est renvoyé vers nous, ce n'est pas le même circuit. Parce que là, on devient un partenaire. La prévention des conduites addictives est capitale pour lutter contre les comportements à risque. Il faut donc sensibiliser à ces sujets dans le milieu professionnel, mais également agir sur les situations de travail qui favorisent les consommations. Aujourd'hui, il y a par exemple le salon Préventica, est un salon où ils axent de plus en plus sur la qualité de vie au travail, le management. Si on reste en France, en management, on a encore probablement des efforts à faire. C'est en train de se mettre en place. Il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce sur les préventions. Puis après, on ne voit pas trop comment ça suit. Il y a beaucoup d'actions isolées. On pourrait faire mieux encore. Par exemple, là, avec la clinique du diabète, quand il y a le repérage du diabète pour les professionnels, on dit, l'alcool et le tabac sont des facteurs qui déséquilibrent le diabète, donc maintenant, on fait des actions avec eux. La dermato, donc on le sait, dans les patients qui sont exposés à des produits chimiques dans les entreprises ou les patients stressés par leur travail, peuvent avoir du psoriasis ou de l'eczéma, c'est aggravé par les consommations d'alcool, c'est aggravé par le tabac. Donc dans les actions les journées de prévention du psoriasis, il y a maintenant les addictologues. Donc c'est vraiment la prise en charge pluriprofessionnelle qui aujourd'hui fonctionne le mieux. La prévention des addictions nécessite donc une attention particulière de la part de tous les acteurs du monde professionnel, afin de permettre à chacun d'évoluer dans un environnement de travail plus sain et apaisé. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance.
Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.